Salut à tous, c'est Bourrichon. On se retrouve pour l'analyse de la 23e journée du top 14. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais du contenu ultra régulièrement. Et si ça vous plaît, bah moi, ça me fait un gros coup de pouce. Mais bref, passons aux analyses avec notamment la section paloise qui recevait Castres en ouverture de cette journée. On assiste à une première mi-temps assez ouverte et même dans l'ensemble à un match assez ouvert. Dans les 15 premières minutes, on a la section qui campe dans le camp de Castres, dans les 50 mètres de Castres, mais qui ne marque pas parce qu'on voit un Joe Simmons qui, de manière assez inhabituelle, manque ses coups de pied qui semblent assez faciles face au perche. Par contre, le cours du jeu, on a un Castres olympique qui, dans sa première incursion, marque et prend le score. Comme la section domine devant, que ce soit dans le jeu avec les rucks ou la domination physique imposée par les Palois, sur les molles, sur la conquête, Castres va s'adapter en essayant de jouer un maximum debout. Et c'est ce qui va marcher avec l'essai de Boutitou qui est juste magnifique avec des offloads dans tous les sens. C'est un bijou de rugby, c'était vraiment très très beau à regarder. Seulement, ce jeu, il fait perdre beaucoup de ballons à Castres. C'est assez logique parce qu'à force de vouloir jouer, forcément, on se fatigue et on commet des erreurs plus facilement. Et par conséquent, la section exploite bien ses munitions avec notamment l'essai de Gailleton qui intervient après un ballon récupéré, plusieurs temps de jeu et inspiration de Robson puis d'Atisogbe pour l'essai d'Emilien Gailleton. En deuxième mi-temps, on voit un match plus tactique, plus basé sur le jeu au pied et sur les bases du jeu, bien qu'il y ait quelques actions, quelques séquences intéressantes. Ce qui va faire la différence, c'est clairement l'indiscipline des castrés avec notamment des plaquages au haut, des plaquages à l'épaule qui viennent toucher la tête. Il y en a eu 3 ou 4 dans ce match qui ont permis à Pau de s'installer dans le camp de Castres. Ils marquent assez rapidement grâce à leurs avances suite à un moll. Et après, avec la botte de Desperes, ils prennent le large et Castres ne reviendra jamais. C'est frustrant, je pense, pour les Castrés de ne pas repartir au moins avec un bonus défensif. Ça change pas grand chose à l'issue de cette saison, puisque même avec un bonus, ils sont hors course pour le top 6. Mais je pense que, au vu de la dépense d'énergie faite par le Castres Olympique, ils auraient mérité ce point de bonus. On enchaîne avec le multi-rugby et d'abord Bayonne qui recevait l'UBB. On a d'abord un aviron bayonnais qui démarre très bien et qui profite des largesses défensives de l'Union Bordeaux-Bègles pour aller marquer ses essais. Quasiment tous leurs essais sur ce match viennent de problèmes défensifs de Bordeaux qui ont bien été exploités par Bayonne. Il y a eu énormément de franchissements, notamment en première mi-temps, et presque tous leurs essais viennent de ces franchissements. Sur l'ensemble du match, il y a pas moins de 23 plaquages manqués par Bordeaux, et ça a amené souvent à des situations dangereuses pour Bayonne. Mais malheureusement, les Bayonnais n'ont pas réussi à tenir le match. Ce qui a été game changer, c'est clairement le banc bordelais qui a mis un impact assez énorme. Le but de Bordeaux, c'était en première mi-temps de contenir l'aviron bayonnais. Ça a été moyennement fait parce qu'à la mi-temps, ils sont pas très loin, mais malgré tout, en début de seconde période, ils prennent un peu le large, les Bayonnais. Et une fois que les Bayonnais étaient un peu contenus, avec le banc, on amène énormément de vitesse, d'explosivité, et on les fait craquer. C'est ce qui a été fait en seconde période. Grâce à cette énergie apportée par le banc, il y a eu énormément de vitesse dans les rucks. Déjà, les rucks étaient beaucoup plus propres, et avec l'arrivée de Jalibert ou de Bielbiarré, ça allait beaucoup plus vite. Et forcément, il y avait plus d'inspiration offensive pour aller marquer des essais. Les avants ont aussi fait un boulot remarquable en seconde période. Comme je disais, les rucks ont été vraiment bien mieux gérés en seconde période. Et même devant, les molles ont beaucoup avancé. Et le dernier, c'est celui où Swinton aplatit l'essai de la victoire. Il a été vraiment très bien fait. Et au final, l'UBB fait une remontada et se replace, en fait, reste en place pour le top 6. Je pense que ça va être un peu compliqué pour aller chercher un barrage à domicile, mais au moins, il reste dans le top 6. Ensuite, on avait l'ASM qui recevait l'USAP. On voit d'abord clairement dominer sur les 20 premières minutes, mais ils sont impatients quelque peu proches des lignes. Notamment Akraladze qui veut tendre le bras mais qui roule, donc en fait il n'y a pas essai. Il y a une passe offload de Suwakula pour Raka qui fait en avant juste avant l'embut. Et du coup, il faudra attendre un essai de Perpignan avec Maxime Granel pour que Clermont, ça y est, soit précis quand ils arrivent dans les zones de marque. Ce qui est marrant de souligner, c'est que Perpignan, sur ce match, est hyper réaliste. Je peux même dire que c'est une leçon de réalisme donnée à toutes les autres équipes du top 14. C'est simple, 7 points marqués par entrée dans les 22, c'est-à-dire le meilleur total possible en fait, puisque on peut pas marquer plus de 7 points par marque dans le rugby. Donc 7 points marqués par entrée dans les 22, c'est juste magnifique. Le seul problème de Perpignan, et vous vous en doutez au vu du score, c'est qu'ils ne sont rentrés que 2 fois dans le camp de Clermont, une en première tour au début de match et une en fin de match quand le match était plié. Et dans cette zone de construction, en fait, on va dire entre les 22 de Perpignan et les 22 de Clermont, Perpignan ne sait pas jouer au rugby en fait. Et c'est là se fait la différence et c'est là où les équipes qui affrontent l'USAP prennent de l'ascendant sur elles, puisqu'ils n'arrivent pas à conserver le ballon, seulement 42% de possession sur ce match, et surtout, ils n'arrivent pas à occuper le terrain, seulement 38% d'occupation,
c'est vraiment faible. Et quand on regarde les lignes de stats sur les derniers matchs de Perpignan, c'est sensiblement les mêmes statistiques. C'est-à-dire qu'ils sont très efficaces dès qu'ils arrivent à rentrer dans les 22 de leurs adversaires, mais faut qu'ils arrivent à y rentrer, et c'est là où c'est plus compliqué. Et pourquoi Perpignan est mauvais aussi sur ce match? C'est parce que Clermont a performé. Ils ont eu un mélange entre un jeu assez frontal, assez physique, comme on connaît de Clermont, et aussi cette vitesse qui est prônée par les Clermontois depuis quelques matchs maintenant. Et si on rajoute le fait que Perpignan n'arrive pas à mettre de vitesse et qu'on a un axe 10-12 qui est assez vu avec Wanda Pileta et De La Fuente, et qu'à l'inverse, Clermont a une conquête qui rend très performante, 100% de mêlée et 90% de touche, forcément les munitions étaient tout le temps pour Clermont et c'était plus facile d'aller marquer. Et ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que Clermont revient très fort en cette fin de saison. On enchaîne rapidement avec Montpellier qui recevait Montauban. Bon, comme on s'en doutait, c'est un match où il n'y a pas eu d'enjeu, sauf peut-être de faire une revue d'effectifs pour Montpellier. Je pense notamment à Christopher Tolofoy qui était positionné en poste de pilier droit, Mamadou Diaby en troisième ligne, Yon Etchegaray à l'arrière. Et certains joueurs ont marqué des points. Je vais reparler de ce même Yon Etchegaray que j'ai trouvé vraiment très inspiré sur ce match. 9 ballons touchés, 47 mètres parcourus, 3 offloads et un franchissement. Après, on n'a pas vu de révolution dans le jeu de Montpellier. Ça a été vraiment beaucoup axé sur le jeu d'avant, qui a été logiquement dominant sur ce match. Et derrière, ça s'est joué sur la puissance, avec notamment Justo Picardo qui marque 4 essais en partie grâce à sa puissance. On a vu une défense de fer aussi, comme Montpellier a l'habitude de montrer, avec seulement 4 franchissements pour l'équipe montalbanaise, alors qu'elle a eu 54% des ballons. Alors qu'à l'inverse, la défense de Montauban, c'est seulement 77% de plaquage réussi, c'est beaucoup trop faible et ça a clairement aidé Montpellier à marquer. Mais je retiendrai aussi l'état d'esprit des Montalbanais qui n'ont rien lâché, qui ont voulu vraiment jouer, c'était juste trop fort pour eux et je féliciterai vraiment les jeunes de Montauban qui ont été lancés. Il y en a eu 7 qui ont été lancés sur ce match et je pense que ça a été les meilleurs Montalbanais. On enchaîne avec le Stade Français qui recevait Lyon. Bon, c'est un match où, malgré le score, on peut dire qu'on s'est fait chier. Le Stade Français voulait mettre beaucoup de vitesse dans son jeu, à l'image de l'essai de Dakuaka en tout début de match, avec une pénalité jouée rapidement par Léo Barré. Et en deuxième mi-temps, on a vu avec la rentrée de Paul Abadi beaucoup de vitesse mise dans le jeu. Mais bon, sur ce match, je trouve que le Stade Français a eu quand même du mal à trouver du liant. Il y a eu pas mal d'essais, même quasiment tous leurs essais qui ont été marqués grâce à un combo entre guillemets entre une défense lyonnaise qui craque à force de voir le Stade Français pilonner et des exploits en fait de ces mêmes Parisiens. Et je trouve pas qu'il y a eu d'ultra belles séquences en fait imposées par Paris. Il n'y a pas eu d'essais magnifiques. C'est plus, comme je le disais, des séquences assez courtes où la défense lyonnaise a craqué. Et de l'autre côté, on a Lyon qui j'avais l'impression s'en foutait de ce match, il n'y avait aucune cohérence dans le jeu. Ils ont été ultra indisciplinés, 17 pénalités sur tout le match, dont 10 en première mi-temps. Ils ont pris 2 cartons jaunes. Ils ont eu une défense qui était catastrophique, comme je le disais, avec 78% seulement de plaquage réussi et 34 plaquages manqués. C'est énorme, avec une conquête approximative, 50% de mêlée et 85% de touche. Ça, c'est honorable, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas top. Bref, le Loup ne pouvait vraiment rien espérer de ce match et je trouve que vraiment la saison de barbecue est lancée pour les Lyonnais. On enchaîne avec un match bien plus intéressant, Toulon qui recevait Toulouse au stade Vélodrome de Marseille. Un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. En première mi-temps, c'est Toulon qui est présent sur les zones d'affrontement et qui, grâce à l'énorme coup de pied de Jaminet, arrive à fructifier les rares occasions qu'ils ont. Oui, je dis très peu d'occasions parce qu'il y a en fait quasiment aucune attaque placée qui a été réalisée de la part des Toulonnais. C'est surtout sur les contre-attaques sur ce match qu'ils ont marqué, à l'image de l'essai de Dréan ou l'essai de Ben White en fin de match. Le Stade Toulousain, de son côté, a mis un peu de temps à rentrer dans son match à cause de l'agressivité mise par les Toulonnais, mais a su accélérer dès que ses adversaires commençaient à flancher. Ils étaient plus propres dans les zones d'affrontement, ce qui leur permettait de garder le ballon, et ce qui leur permettait du coup d'avoir de bonnes munitions dans le camp toulonnais. Ils ont eu pas moins de 60% de ballons. Et vraiment sur ce match, on a vu une différence offensive assez nette entre les deux équipes. Déjà, on le voit au score, mais même en statistiques. 112 passes pour Toulon à 217, 76 ballons portés à 161, 196 mètres après contact à 368 et 3 franchissements à 7. C'est à chaque fois plus du simple au double. Et si on rajoute à ça une excellente défense des Toulousains avec 83 plaquages réussis sur 92 tentés, c'est-à-dire 91% de réussite, et Toulon n'arrivait certainement pas à passer. Enfin, le match du dimanche soir, c'était La Rochelle qui se déplaçait sur la Paris Défense Arena du Racing. C'était un match sans grandes envolées, mais avec de la tension, et j'ai personnellement bien aimé. On a eu une opposition de style entre La Rochelle qui surfe sur sa dynamique de vouloir amener énormément de vitesse dans son jeu, et un Racing beaucoup plus frontal. La Rochelle n'hésite pas à aller sur les extérieurs, et c'est ce qui fait qu'en première mi-temps, elle arrive à marquer des essais avec Le Garec et Gégou. En seconde mi-temps, ça va être pareil, mais les Rochelais vont avoir cette fâcheuse tendance à s'isoler en fait, à arriver à breaker la défense du Racing, mais après il manquait du soutien, c'était pas forcément les porteurs de ballon qui faisaient les fautes, c'était plutôt les soutiens qui n'arrivaient pas à suivre. Dans le même temps, le Racing fait les efforts pour revenir en défense, avec notamment Maniarara qui a fait une rentrée
énorme, avec 3 plaquages dominants sur 8 plaquages tentés, un grattage sur Davidinashvili où il a fait l'effort d'aller chercher Davidinashvili, et le tout en 39 minutes. Et ce qui va faire la différence aussi, c'est le pragmatisme rochelais, puisque le Racing a été ultra discipliné sur ce match. Seulement 5 pénalités concédées, c'est assez peu, c'est même remarquable de la part du Racing, mais sur ces 5 pénalités, 4 ont été convertis par les buteurs rochelais. Alors qu'à l'inverse, La Rochelle était plus indisciplinée avec 12 pénalités, ce qui a permis de laisser le Racing au contact, qui a d'abord pris les points, puis qui a réussi à marquer des essais en seconde période pour revenir au score. Et d'ailleurs, je trouve que la pénalité manquée par Antoine Gibert en première mi-temps fait beaucoup de mal parce qu'au final, ça se joue à 2 points. Au final, je trouve que La Rochelle s'est compliqué la tâche parce qu'ils étaient au-dessus, selon moi, et on a vu qu'un Racing assez monotage, en fait, monoprofil, et ça se voit que il manque quelque chose à ce Racing pour être plus dangereux, notamment sur les extérieurs. Il n'y a notamment eu que 52% de rucks rapides, donc de rucks qui sont éjectés en moins de 3 secondes. C'est assez faible pour une équipe qui joue le top 6. La Rochelle, en comparaison, c'était plus de 64% des balles. On va parler maintenant des tops et des flops de cette journée. On va rester sur ce match avec Grégory Aldrit. C'est pas celui qu'on a le plus vu. Il a été hyper important dans chacun des secteurs de jeu. Il a fait 4 offloads, ce qui a permis de dynamiser le jeu rochelais. Il a fait 8 plaquages sur 9. Et en 13 ballons portés, il a avancé sur 46 mètres. Et il a également eu un rôle en touche avec 2 ballons pris. On va continuer avec Romain Ntamak. 100% au pied, c'est tout simplement énorme. 22 points marqués sur ce match. Et je l'ai trouvé beaucoup plus présent dans l'animation. C'était quelque chose qui lui était beaucoup reproché. Mais là, il a eu 12 ballons qu'il a portés. Il a fait 20 passes et 8 jeux au pied. Ça montre qu'il était vraiment impliqué dans l'animation du jeu toulousain. Et enfin, le dernier top, c'est Rosto Picardo. Alors oui, il y a ses 4 essais, mais c'est même pas ça. C'est même juste au niveau des stats. 13 ballons portés, c'est le meilleur du match. 5 franchissements, c'est le meilleur du match. 128 mètres parcourus après contact, c'est le meilleur du match. Et 9 sur 10 au plaquage, c'est pas le meilleur du match. En résumé, ça a été un buffle que la défense montalbanaise n'a pas réussi à stopper. En flop, je vais aller sur Geronimo de la Fuente. J'en ai parlé, mais je trouve que l'axe 10-12 de Perpignan, c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop lent, et de la Fuente n'y est pas étranger. Pour un numéro 12, il n'a touché que 2 ballons dans le match. C'est juste rien du tout. Et même en défense, qui était il y a quelques saisons son gros point fort, là il a fait que 5 plaquages, enfin il en a tenté que 5, pour que seulement 3 réussis. C'est hyper peu, je trouve, pour Geronimo de la Fuente. On va continuer avec un autre Argentin, Facundo Bosch, le towner remplaçant de Bayonne, parce que sur la période où il est rentré, il a manqué 3 plaquages, et notamment ça a permis à l'UBB d'avancer et d'aller reprendre le score à Bayonne. Il a concédé une pénalité, et il fait partie des 2 talonneurs, donc quand tu as 36% de tes touches qui sont volées par l'innovant d'en face, le talonneur il est un peu pour quelque chose. Et enfin, le dernier flop, c'est Nicolas Corato, le pilier de Castres. Simplement parce qu'avec son homologue Loris Guerrois, ils ont pris une reculée sur quasiment chaque mêlée. Lui s'est fait pénaliser une seule fois, Nicolas Corato, mais c'était pour montrer que son axe droit, en fait, s'est juste fait défoncer tout le match. Pour ce qui est du classement, beaucoup d'enseignements. Déjà, Toulouse est le premier qualifié pour la phase finale, même si on se doute au moins des 3-4 autres équipes qui vont sûrement se qualifier en cette fin de saison. Le premier club officiellement qualifié, c'est Toulouse. Et puis en bas aussi 2 autres officialisations, même si on s'en doutait. Montauban est officiellement relégué en Pro D2 et Perpignan fera l'access match. Maintenant, les pronos. D'abord, ça va commencer avec un très solide Pau Clermont. Clermont qui est dans une grosse forme, une grosse dynamique. Pau aussi qui, certes, est un peu moins flamboyant ces dernières semaines, mais qui gagne toujours ses matchs. Et pour ça, je dirais victoire de Pau au Hameau, qui à mon avis laissera le Hameau invaincu jusqu'à la fin de la saison, avec quand même un point de bonus pour les Clermontois. Castres-Montpellier, je pense que Montpellier peut aller faire un coup à Castres qui n'a plus rien à jouer. Lyon-Bayonne, un match sans grand intérêt, sans grands enjeux, et je pense que Lyon va gagner à domicile. Bordeaux-Bègles-Perpignan, je vois l'UBB avec 5 points. Montauban-Stade Français, je vois les Parisiens aller gagner à Montauban avec 5 points également. Racing-Toulon, un match ultra important. Je pense que dans la dynamique, si Toulon avait gagné contre Toulouse la semaine dernière, ils auraient pu aller faire un coup au Racing. Mais là, à mon avis, le Racing va se reprendre parce que la défaite face à La Rochelle ne passe pas, donc je pense que le Racing va gagner face à Toulon. Et enfin, La Rochelle Stade Toulousain, je pense que La Rochelle peut le faire face à Toulouse, même si Toulouse, ça y est, retrouve un petit peu d'allant après une période compliquée. Ça va dépendre aussi de la composition envoyée par Toulouse. Je pense qu'à mon avis, ils vont envoyer une équipe assez compétitive, mais malgré tout, je vois La Rochelle gagner. Enfin voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner comme je le disais en début de vidéo, mettre un commentaire sur cette vidéo, partager, mettre un like et activer la cloche, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Je mets les liens en description. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.